Ils ont dit que c'était impossible, tiré de la dignité des déchets. Sous le soleil cru du Sahel, là où la poussière dévore les rêves, un pont de caoutchouc noir s'est levé, défiant la misère, l'habitude et les rires condescendants. Ibrahim Traoré a regardé des ruines et y a vu des fondations, un serment de renaissance, une méthode patiente et précise. Pendant que les sceptiques comptaient les défauts, le Burkina Faso a compté ses mains et, sans acier ni empire, a bâti un passage au-dessus de l'eau, un atelier d'avenir, une mémoire commune durable. Ce n'était pas seulement un pont, c'était une promesse. Sous les ordres d'Ibrahim Traoré, les ingénieurs du Burkina Faso ont rassemblé des pneus que le monde avait jetés, des morceaux de caoutchouc transformés en modules capables de soutenir des camions et des rêves. Là où d'autres gouvernements contractaient des dettes pour importer du ciment, lui a ordonné de regarder le sol, les champs, les rivières et les déchets. Il a dit « Si nous ne possédons plus rien, alors construisons avec ce que nous avons. » Ce défi portait un prix. S'il échouait, l'Afrique entière verrait s'écrouler non un pont, mais la foi en sa propre capacité à créer. Mais s'il réussissait, l'histoire retiendrait que l'indépendance n'était pas une idée, mais une pratique. Et déjà, quelque chose vibrait dans la poussière rouge, un frémissement de renaissance. En 3 mois, le premier pont écologique du Burkina Faso s'est levé au-dessus de la rivière Tval, assez solide pour supporter les camions, assez léger pour être monté par des villageois. Les caméras étrangères sont arrivées trop tard. Les enfants y jouaient déjà, les femmes riaient et les agriculteurs traversaient avec leurs récoltes. Ce pont improvisé de pneus fondus n'était pas une curiosité technique, c'était un signe, la preuve que la pauvreté pouvait être vaincue par l'ingéniosité, non par la charité. Avant cette construction, des années de dépendance étrangère avaient façonné la perception d'un pays incapable de se relever seul. Les accords, les prêts et les programmes d'aide semblaient éternels, tandis que les villages restaient isolés, sans route, sans voie. Mais Ibrahim Traoré, à 35 ans, a inversé la logique. Il a transformé un déchet global en un capital national. Sous son commandement, des étudiants, des soudeurs et des ingénieurs locaux ont fondu les pneus, les ont pressés, assemblés, testés, jusqu'à ce que le métal devienne accessoire. Le résultat n'était pas parfait, il sentait le caoutchouc brûler, mais il tenait. Quand les médias sont revenus, ils ont vu plus qu'un pont, un symbole. Les gros titres parlaient de folie écologique, de coup d'éclat présidentiel, mais sur les rives, on parlait simplement de liberté. Un agriculteur a dit « Avant, la rivière nous séparait, aujourd'hui, elle nous relie ». Ces mots ont traversé le Sahel comme un feu doux, rallumant la foi dans les mains africaines. Ce qui commençait comme une expérience isolée devenait un modèle d'autonomie. Et derrière chaque panneau de pneus vissé se cachait la question. Si un peuple peut transformer ce que le monde rejette, que reste-t-il d'impossible ? Au cœur du projet, il n'y avait pas que des ordres venus du palais, mais des visages. Des ingénieurs épuisés, des étudiants en mécanique, des femmes qui portaient les pneus sur leur tête jusqu'aux ateliers. Parmi eux, un jeune technicien nommé Yacouba se souvenait de ses études interrompues faute de bourse. Sous la chaleur, il serrait les boulons avec une fierté farouche. « Ce n'est pas un travail, disait-il, c'est une revanche. » Ibrahim Traoré passait souvent sur le chantier sans escorte. Il saluait, observait, corrigeait parfois une soudure, mais surtout, il écoutait. Ce n'était pas la posture d'un chef d'État, plutôt celle d'un contremaître qui voulait comprendre comment chaque main donnait forme à un rêve collectif. Quand le premier convoi a traversé, il a murmuré « Ce pont appartient à ceux qui l'ont construit ». Autour de lui, les ouvriers ont ri, incrédules, certains ont pleuré. Dans les villages alentours, la transformation s'est faite sentir immédiatement. Les enfants rejoignaient l'école sans détourner le regard vers les eaux profondes. Les marchés ont doublé leur activité, les prix des denrées ont baissé, et les femmes parlaient d'un temps nouveau. Les sceptiques appelaient cela de la propagande, mais les chiffres étaient têtus. En 3 semaines, le commerce local avait bondi de 40%. Ce projet, pensé comme un simple test d'ingénierie, avait allumé une conscience civique. Il rappelait que la dignité n'est pas donnée. Elle se fabrique, parfois à main nue. Oui. Et pour un pays longtemps décrit comme assisté, cette vérité sonnait comme une libération. So what ? Le vrai pont,
c'était la foi retrouvée. Tout a commencé un matin sans cérémonie. Pas de ruban, pas de caméra. Seulement des camions militaires remplis de pneus usés traversant Ouagadougou à l'aube. Les ordres venaient directement du palais. Ibrahim Traoré voulait tout récupérer. Ce que le monde jetait, ce que le pays oubliait. Les ateliers improvisés se sont levés dans la poussière rouge. Des fours brûlaient jour et nuit. Des étudiants, des soudeurs, des femmes, tous travaillaient côte à côte. Le caoutchouc fondait, se moulait, se liait. Les premiers modules sont sortis comme des promesses noires. 3 semaines plus tard, la structure prenait forme. Des colonnes de pneus fusionnés s'élevaient sur les rives de l'Atfal. Des câbles, des planches, des cris. Sous le soleil, les ouvriers chantaient pour couvrir la fatigue. Chaque pas, chaque clou, chaque geste était un acte de foi. Puis vint la nuit de la pluie. Une tempête s'est abattue sur le chantier. Les eaux ont monté, emportant les échafaudages. Les villageois ont couru, éclairés par les torches. Un moment de panique, un silence, puis une voix. On recommence demain. Cette voix, c'était celle d'un soldat sans grade. Et le lendemain, ils ont recommencé. C'est là que tout a basculé. Les médias étrangers ont commencé à s'intéresser. Les titres se sont multipliés. Pont de pneus, miracle africain ou folie d'État. À Paris, on ironisait. À Washington, on s'interrogeait. À Moscou, on saluait un ingénieur du peuple. Mais au Burkina Faso, personne ne répondait. Ils construisaient. Quand le pont fut achevé, la nouvelle a explosé. Les photos ont envahi les réseaux sociaux. Des enfants dansaient dessus. Des mères traversaient en chantant. Le monde incrédule regardait un peuple qu'il croyait à genoux se relever d'un simple déchet. Le soir de l'inauguration, pas de drapeau, pas de discours. Seulement la lumière des lampes à huile et un murmure « Nous l'avons fait ». Ibrahim Traoré se tenait en retrait. Il regardait les silhouettes se découper sur la rivière, les reflets vibrer sur le caoutchouc. Il comprenait alors que ce pont n'était plus un projet. C'était un tournant, car au même moment, dans les chancelleries, les rapports s'empilaient, certains parlaient de risque d'inspiration régionale, d'autres évoquaient un précédent géopolitique. Mais pour les Burkinabés, il n'y avait qu'une vérité. Le premier pont du peuple tenait debout. Et dans la fraîcheur du matin suivant, les enfants ont recommencé à traverser, les sacs sur le dos, les pieds nus, le rire clair. Le bruit des pas sur le caoutchouc remplaçait le fracas des armes. Ce son-là, pour Traoré, valait toutes les victoires diplomatiques. Le pont vivait, et avec lui, un pays tout entier. Au départ, personne ne croyait aux chiffres. Un pont de pneus semblait une idée poétique, pas une stratégie nationale. Mais 3 mois après l'ouverture, les données ont commencé à parler. D'abord, le trafic local sur l'axe Tval-Tambal a augmenté de 43%. Les véhicules agricoles, auparavant bloqués par la rivière pendant la saison des pluies, circulaient désormais sans interruption. Cette hausse mesurée par le ministère des Transports signifiait bien plus qu'un gain logistique. Elle révélait un mouvement de reconquête économique. Des marchés connectés, des produits qui arrivent à l'heure, des vies moins suspendues à la météo. Ensuite, 27 nouvelles petites entreprises ont été créées dans la région de l'Est. Avant le pont, aucune activité industrielle n'existait sur les rives de l'Atval. 3 mois plus tard, les ateliers de transformation, les dépôts de céréales et les points de commerce avaient fleuri autour du site. Chaque pneu réutilisé devenait un capital productif, chaque boulon serrait une microéconomie. Les économistes parlaient d'un effet papillon. Un pont construit avec des déchets produisait des emplois neufs. Enfin, les prix moyens du transport intervillage ont baissé de 18%. Les camions consommaient moins de carburant, les trajets étaient plus courts et la sécurité s'était améliorée. Selon les données régionales, les pertes liées aux inondations avaient chuté de 60% en un semestre. Pour la première fois depuis une décennie, le PIB rural du Burkina Faso montrait un écart positif par rapport à la moyenne sahélienne. C'était une rupture de tendance que ni la Banque mondiale ni le FMI n'avaient anticipée. Les comparaisons internationales amplifiaient le contraste. Au Kenya, un projet similaire financé par des bailleurs étrangers avait pris 4 ans et triplé son budget initial. Au Burkina Faso, le coût total du pont en pneus représentait seulement 0,3% du budget national. Et pourtant, son impact social équivalait à un programme de 10 millions de dollars. Le monde commençait à prendre des notes. Dans les rapports confidentiels circulant à Washington et Paris, on lisait des termes prudents.
expérience locale réussie, cas d'études intéressants, modèle non conventionnel. Mais derrière ces formules se cachait une inquiétude. Si le Burkina Faso pouvait bâtir sans s'endetter, que deviendraient les structures d'aide traditionnelles ? À Pékin, les ingénieurs envoyaient déjà des émissaires pour obtenir les plans techniques. À Moscou, des délégations militaires visitaient discrètement les sites de construction pour comprendre la méthode Traoré. Car au-delà des chiffres, une autre donnée échappait au calcul, la fierté nationale. Elle ne se mesurait pas en pourcentage, mais en regard levé, en voix rassemblée. Les statistiques pouvaient être copiées, pas la confiance. Et dans ce pays que l'on disait brisé, l'équation s'était inversée. La ressource rare n'était plus l'argent, mais le doute. Le delta était clair, moins de dépendance, plus de création, plus de foi. Et pour la première fois, l'Afrique ne demandait pas à être sauvée. Elle montrait le résultat. Les critiques n'ont pas tardé à s'organiser. D'un côté, les économistes prudents affirmaient que la révolution du caoutchouc n'était qu'un épisode symbolique sans base durable. Selon eux, un pont ne pouvait pas réparer un système économique affaibli. Sans investissement étranger, sans capitaux, disait-il, aucune industrialisation n'était possible. Il citait les modèles d'Asie de l'Est et rappelait que même les miracles économiques avaient commencé par des prêts massifs. De l'autre côté, les défenseurs du projet voyaient dans l'expérience burkinabé une rupture nécessaire. Leur argument reposait sur la souveraineté. Ce que l'on construit soi-même, on le comprend, on le maintient, on le transmet. Ils soulignaient que la dépendance n'était pas seulement financière, mais mentale. Pour eux, chaque pneu recyclé n'était pas une économie de matière, mais un acte d'émancipation. Et la preuve, elle était visible. Le pont tenait, les chiffres montaient, les villages prospéraient. Entre ces deux positions, Ibrahim Traoré gardait le silence. Il savait que les débats ne se gagnaient pas à la télévision, mais dans la durée. Alors il a laissé les faits parler. Quand, 6 mois après l'inauguration, le pont a résisté à une crue d'une ampleur inédite, les voix sceptiques ont faibli. Les ingénieurs européens, présents sur place, ont reconnu la solidité de la structure. Un rapport confidentiel d'une ONG a même écrit « Le modèle burkinabé a démontré qu'une innovation à bas coût peut surclasser une infrastructure importée. » Le véritable enjeu n'était plus technique mais psychologique. L'Afrique pouvait-elle croire en sa propre ingénierie ? C'est là que Traoré a frappé plus fort. Il a lancé un programme national de formation en recyclage et architecture durable inspiré du chantier de l'Atfal. 100 jeunes y ont participé la première année, 1000 la suivante. Ce chiffre, modeste à l'échelle mondiale, représentait une révolution culturelle. La science ne venait plus d'ailleurs, elle naissait sur le terrain. Ainsi, la critique initiale s'est retournée contre elle-même. Le pont n'était plus un symbole de naïveté, mais un prototype d'avenir. Et la seule question qui restait ouverte était simple. Combien de temps avant que d'autres nations naissaient, elles aussi, de bâtir à partir de leurs propres ruines ? Le silence devint politique. Alors que le monde commentait, Ibrahim Traoré, lui, observait. Dans son bureau sans faste, il suivait les cartes du Sahel, les rapports logistiques, les mouvements d'ingénieurs. Il ne parlait plus du pont, mais de méthode. Pour lui, la souveraineté n'était pas un discours, mais une ingénierie collective. À Paris, les analystes s'inquiétaient. Si ce modèle s'étend, l'Afrique pourrait redéfinir son indépendance. À Washington, des briefings secrets circulaient. Le Burkina Faso prouvait qu'on pouvait croître sans emprunter. Et à Pékin, les délégations se pressaient pour offrir des transferts de technologie. Le centre de gravité s'était déplacé. Pendant ce temps, sur le terrain, les ponts se multipliaient. 6 nouvelles structures étaient déjà en cours, toutes issues du même schéma. Les villages les nommaient selon leurs héros. Pont du Soudeur, Pont de la Liberté, Pont des Mers. Chaque construction devenait une proclamation. Nous pouvons le faire seuls. Ce jour-là, un vieux journaliste africain écrivit « Le Burkina Faso n'exporte pas des ponts, il exporte une attitude. » Et ce fut le véritable tournant, le moment où le génie devint contagieux. Parlons d'abord de l'agriculture. Avant le pont, les récoltes du plateau Est pourrissaient dans les entrepôts. Les pistes de terre se transformaient en pièges dès la première pluie. 3 saisons plus tard, le rendement agricole a augmenté de 38%. Grâce à la régularité des échanges. Les marchés hebdomadaires sont devenus quotidiens. Les camions circulent en 2 heures au lieu d'une journée entière. Ce n'est plus la pluie qui décide, c'est le pont, raconte Isaka, un cultivateur du village de Tambal.
La production de maïs et d'arachides a dépassé les prévisions régionales, transformant la vallée de l'Atval en corridor vivant. Passons maintenant aux entreprises. Autour des ponts, les ateliers mécaniques et de recyclage ont fleuri. Chaque structure est devenue un écosystème. Soudeurs, menuisiers, transporteurs, commerçants. Les exportations artisanales vers le Ghana et le Niger ont augmenté de 21%. Un ancien chauffeur devenu entrepreneur résume l'esprit du mouvement. Nous ne vendons plus nos bras, mais notre savoir-faire. Face à cette énergie nouvelle, le gouvernement a créé un fonds d'appui aux entreprises du pont. Pour la première fois, les microcrédits venaient non des bailleurs étrangers, mais du Trésor national. Quant à la population dans les villages, la transformation était visible et intime. Les femmes qui vendaient autrefois sous la pluie tiennent désormais des étals sous les arches. Les enfants vont à l'école à pied, riant sur le caoutchouc tiède du pont. Une chanson populaire circule. Nos mains font la route, pas l'argent des autres. Le taux de scolarisation a augmenté de 12 points, tandis que la mortalité liée aux crues a chuté de 70%. Le pont n'est plus une infrastructure, c'est une histoire. C'est une histoire partagée, un miroir de fierté. Enfin, au niveau régional, au-delà du Burkina Faso, l'idée s'est propagée. Des délégations du Mali et du Niger ont demandé les plans techniques. Le projet est devenu un open source africain. La CEDEAO, autrefois sceptique, l'a reconnu comme modèle d'innovation communautaire. À l'ONU, un diplomate sénégalais posa la question. Si un pneu jeté peut devenir un pont, que peut devenir l'Afrique qu'on rejette ? Dans les rapports internes de l'Union africaine, on parla bientôt de la doctrine Traoré. Le nom d'un petit pays enclavé s'affichait désormais sur les écrans des grandes capitales. Ainsi, le pont de pneus avait cessé d'être un objet. Il était devenu un langage de courage, d'autonomie et de foi. Et chaque mot de ce langage s'écrivait avec des mains burkinabées, tachées de suie et de lumière. Voici le scénario de base. Le Burkina Faso poursuit la construction de ses infrastructures écologiques à un rythme constant. Les 6 nouveaux ponts planifiés sont achevés avant la fin de l'année suivante. Les chiffres macroéconomiques progressent lentement, une croissance estimée à plus de 3,2%, portée par le secteur rural et l'artisanat. Les institutions internationales, encore prudentes, observent sans intervenir. La stabilité politique demeure fragile. Donc la cohésion sociale se renforce autour du mot autonomie. Dans ce scénario, le pays consolide ses acquis et prouve que la constance vaut mieux que la dépendance. Et maintenant, le scénario optimiste. L'effet d'imitation s'accélère. Le modèle du pont en pneus inspire d'autres nations sahéliennes. Le Mali et le Niger lancent des chantiers similaires avec des équipes mixtes formées à Ouagadougou. Le Burkina devient un centre régional de formation en ingénierie populaire. Les indicateurs explosent, plus 8% de PIB, plus 25% d'emploi local. L'Afrique médiatique parle d'un âge du fer noir, un temps où le recyclage devient stratégie nationale. Les relations diplomatiques s'équilibrent, moins de dépendance, plus de coopération. Dans ce futur, le pays entre dans l'histoire comme pionnier d'une modernité enracinée. Voici enfin le scénario pessimiste. Les pressions extérieures se durcissent. Certaines puissances craignent la contagion idéologique du modèle Traoré. Des sanctions commerciales ciblées bloquent les importations de matériaux nécessaires. Les ponts inachevés se multiplient, les tensions internes réapparaissent. Une campagne de désinformation tente de discréditer l'initiative écologique, la qualifiant de populisme d'État. Mais même dans l'échec, le symbole demeure. Car une fois qu'un peuple s'est vu capable de bâtir, il ne retourne pas à la résignation. Entre ces scénarios, une seule variable compte, la foi dans la continuité. Les nations ne se mesurent pas à la taille de leur budget, mais à la durée de leurs convictions. Ibrahim Traoré l'a compris, la souveraineté n'est pas un État, c'est un entraînement. Et si le Burkina Faso continue d'exercer cette endurance, alors même le scénario pessimiste ne sera qu'une parenthèse avant la prochaine construction. Chaque spectateur de cette histoire trouve un reflet différent. Pour les jeunes Africains, le pont n'est pas une structure, mais un miroir. Ils y voient leurs propres mains capables de transformer la misère en matière première. Là où l'on leur disait « attendez l'aide », ils entendent désormais « essayez vos idées ». Une génération entière découvre que l'ingéniosité peut remplacer les prêts, que la dignité peut devenir un métier. Pour les observateurs extérieurs, ce récit bouscule les certitudes. Depuis des décennies,
Les rapports de développement décrivaient l'Afrique en termes de besoins, non de solutions. Le projet Traoré inverse la grammaire. Le continent n'est plus bénéficiaire, mais initiateur. Ce déplacement oblige les diplomates, les journalistes, les ingénieurs à revoir leur regard. La question n'est plus « que peut-on donner à l'Afrique ?» mais « que peut-on apprendre d'elle ?» Pour les communautés du Sud global, enfin, ce pont devient une métaphore universelle. Chaque quartier abandonné, chaque champ épuisé, chaque usine désaffectée cache peut-être une ressource dormante. L'Afrique rappelle au monde que la Renaissance n'est pas un miracle, mais un recyclage, et que dans une époque saturée de technologie, l'acte le plus révolutionnaire reste de croire à la valeur de ses propres ruines. Ainsi que l'on vive à Bobo-Dioulasso, à Dakar, à Lyon ou à Lima, le message reste le même. La souveraineté commence par la confiance. Et le pont de pneus du Burkina Faso n'a pas seulement relié deux rives, il a relié deux visions du monde, l'une qui attend et l'autre qui agit. Ibrahim Traoré n'a jamais présenté son projet comme une utopie, mais comme un plan. Et ce plan, désormais connu sous le nom de méthode du pont, suit une logique simple. Produire, transmettre, mesurer, étendre. La première étape consiste à identifier les ressources dormantes. Chaque commune doit cartographier ses déchets recyclables, pneus, plastiques, métaux. Objectif, repérer le potentiel industriel invisible. Mesure, nombre de matériaux revalorisés par trimestre. La deuxième étape vise à former les mains locales. Les universités et les écoles techniques ouvrent des modules de recyclage constructif. Les jeunes y apprennent à souder, à presser, à assembler. Ce n'est plus une formation de secours, mais une filière d'avenir. Mesure, taux d'insertion professionnelle des diplômés après 6 mois. La troisième étape encourage la création d'ateliers communautaires. Dans chaque province, un atelier pilote géré par les habitants. Ils conçoivent, entretiennent et reproduisent les infrastructures à petite échelle. Mesure, nombre de structures construites localement sans sous-traitance étrangère. La quatrième étape porte sur l'exportation de la méthode. Les équipes burkinabées partagent leurs plans avec les pays voisins du Sahel. Cette diplomatie technique remplace les conférences stériles par des chantiers partagés. Mesure, nombre de partenariats régionaux créés par an. La cinquième étape évalue la dignité. Au-delà des statistiques, un indicateur social inédit est introduit, le score de confiance civique. Il se mesure par sondage, dans la rue, par les mots du peuple. Car la réussite ne se compte pas en tonnes de pneus, mais en regards relevés. Et ainsi, la révolution burkinabé devient une méthodologie exportable. Bâtir la souveraineté comme on bâtit un pont, pas à pas, main après main. Au crépuscule, sur le premier pont de la Tfal, Yacouba est revenu, le même technicien qui, un an plus tôt, serrait les boulons sous la chaleur du Sahel. Il s'est assis sur la rambarde noire, regardant les enfants courir, les femmes traverser, les rires rebondir sur l'eau. Son visage portait la fatigue et la fierté mêlées d'un peuple qui a fait de la sueur un symbole. Ibrahim Traoré est arrivé discrètement, sans cortège. Il a posé la main sur le métal tiède, comme pour vérifier que le rêve tenait encore. « Ce n'est pas un pont, dit-il doucement, c'est une preuve. » Autour, les lampes solaires s'allumaient une à une, dessinant une lueur dorée dans la nuit sahélienne. Ce moment n'était pas une fin, mais un retour au commencement. Là où tout avait commencé, un tas de pneus, un pari, une foi. La boucle était bouclée. La dignité avait trouvé sa forme. Et dans la lumière rouge du Sahel, le pont respirait. Preuve vivante qu'un peuple debout n'a plus besoin de miracles. Dans les rues de Ouagadougou, les enfants portent des t-shirts noirs marqués d'un simple mot « main ». Une main, symbole de travail, de foi, de continuité. Ce geste répété du Burkina Faso résonne aujourd'hui bien au-delà du Sahel. Il parle à tous ceux qui doutent encore que la dignité puisse se construire à partir de rien. Le monde moderne a ses tours de verre, ses chiffres, ses bourses. Le Burkina a ses ponts de pneus et ses cœurs têtus. Et quelque part, entre ces deux réalités, se joue l'avenir, celui où la technologie rencontre la mémoire et où la pauvreté cesse d'être un destin. Ibrahim Traoré n'a jamais demandé qu'on l'admire, seulement qu'on l'écoute. Son message est simple. Si nous avons des mains, nous avons une nation. Et cette phrase, plus qu'un slogan, devient une prière civique. Alors toi qui regardes cette histoire, demande-toi, que construis-tu avec ce que le monde rejette ? Parce que entre les ruines et les rêves, il ne manque souvent qu'un geste, le tien.